Bonjour à tous et bienvenue sur Cosmos. Que diriez-vous si Bill Gates vous disait que l'argent ne fait pas le bonheur? Et même qu'il est totalement indifférent dans la vie d'être riche ou pauvre? Quelle serait votre réaction si Jeff Bezos ou Elon Musk vous faisaient remarquer que c'est vous qui parlez d'argent en permanence? Et qu'en plus, vous êtes sans arrêt en train de vous plaindre que la vie est trop chère? Que diriez-vous si l'homme le plus riche du monde vous envoyait à la figure le rictus aux lèvres que vous êtes obsédé par l'argent et qu'il vous trouve pitoyable quand vous imaginez gagner au loto? Laissez-moi deviner ce que vous diriez. Bon, on ne va pas le dire, mais on s'est compris, je crois. Pourtant, le problème ici, ce n'est pas vraiment le décalage entre l'extrême richesse et la vie du commun des mortels, car après tout, on peut admettre qu'il existe des inégalités, en tout cas sous certaines conditions. Le problème, ce n'est pas non plus l'aplomb, le culot certain de celui qui possède tout et qui parlerait comme ça à celui qui n'a rien, même si c'est choquant. Non, le problème, malgré l'agacement qu'une telle attitude vous inspirerait, et à bon droit, c'est plutôt de constater que, peut-être, ils auraient raison de dire ça. Le problème, c'est peut-être que le bonheur n'a rien à voir avec l'idée que nous nous en faisons quand nous confondons bonheur et plaisir. Et que la vie heureuse n'est pas dans l'avoir, mais dans l'être. En clair, il faut cesser de croire que le bonheur est dans le plaisir, dans le fait de jouir des choses, voire de les consommer. D'ailleurs, c'est à peu près ce que disait Sénèque au 1er siècle de notre ère dans un livre du même nom, La vie heureuse. Sénèque fut l'un des hommes les plus riches et les plus puissants de son temps, c'est-à-dire de l'Empire romain. Il avait une fortune considérable, mais surtout, il avait l'attention et l'amitié de l'empereur Néron en personne, dont il fut le précepteur. Mais c'est d'une manière assez générale ce que pensaient la plupart des philosophes stoïciens en Grèce, à Athènes, puis à l'époque romaine. Au passage, et avant d'aller plus loin, d'où est-ce que cela vient, le stoïcisme? Et qu'est-ce que c'est? Au commencement, le stoïcisme est un courant philosophique grec qui apparaît à Athènes et dont les membres se réunissaient sous un monument, un portique avec des arcades, appelé stoa en grec. Ils furent rapidement appelés philosophes du portique, c'est-à-dire les stoïciens. Plus tard, le stoïcisme connaîtra une nouvelle période d'influence à l'époque de Rome, surtout au 1er siècle, avec Sénèque donc, et au second, avec l'empereur Marc Aurèle lui-même. En français, le stoïcisme donnera stoïque, qui signifie être impassible face aux événements, comme s'ils ne pouvaient pas nous atteindre. Et en effet, toute l'idée du stoïcisme est là. Ne pas se laisser atteindre par les choses. Telle est la condition du bonheur. Mais comme nous allons le voir, se maintenir dans un tel principe de vie est assez compliqué et demande même une force quasi surhumaine. Sénèque commence par se demander comment parvenir à la vie heureuse, et cela rapidement. Et il nous dit d'emblée qu'il faut s'éloigner de la foule, c'est-à-dire de l'opinion dominante, car suivre l'opinion de la majorité, c'est se tromper à coup sûr sur ce qu'est le véritable bonheur. Car comme ce qui motive la foule repose sur la croyance irréfléchie, adhérer à cette croyance, c'est sombrer dans l'erreur et se contenter de construire sa vie sur l'opinion des autres. Quitte à se tromper, il vaut donc mieux suivre son propre chemin, c'est-à-dire se fonder sur nos propres jugements de ce qu'il convient de faire ou de chercher. Une telle démarche fera forcément naître la jalousie, et donc des ennemis, mais aussi des flatteurs, qui, face à notre réussite, masqueront leur ressentiment derrière l'hypocrisie. Il faut s'y préparer, mais rien ne serait pire que de se soumettre à des jugements qui ne sont pas les nôtres. En clair, il faut être indifférent aux jugements extérieurs et s'en libérer. Mais Sénèque va plus loin et ajoute qu'il faut également se libérer des plaisirs et des peines qui ne sont rien d'autre que les aléas de la vie. Être indifférent, ce n'est pas seulement mettre de la distance entre soi et ce que les autres peuvent penser, mais considérer que les plaisirs de la vie ne sont pas à rechercher comme des buts à atteindre à tout prix.
car cela ferait de nous des esclaves, esclaves des plaisirs, mais esclaves tout de même. Et de ce point de vue, la vraie liberté sera de ne pas fonder sa vie sur les plaisirs, comme la luxure, la fête ou la gastronomie par exemple. Cette liberté permise par le détachement par rapport au plaisir aboutit à la tranquillité de l'âme. Et l'on retrouve ici le thème central de toute la philosophie antique. Pour les philosophes grecs, comme pour les Romains, la question de la vie bonne constitue non seulement la question la plus importante de la philosophie, mais se décline surtout en des exercices pratiques. Il ne s'agit pas simplement de rechercher un savoir, mais un savoir-vivre. Il ne s'agit donc pas d'aboutir à des connaissances abstraites et déconnectées de la vie, mais à un savoir qui nous transforme de l'intérieur pour mieux vivre notre vie. Car le détachement dont parle Sénèque, en bon stoïcien qu'il est, conduit à un état où l'individu n'est plus soumis au flux de ses désirs et à la torture continuelle de ne pas posséder ce qu'il veut. Alors évidemment, on pourrait répondre à Sénèque que tout cela est bien joli, mais cela signifie-t-il qu'on doit s'écarter purement et simplement des plaisirs ? Car si c'est bien de cela qu'il s'agit, on pourrait parfaitement préférer une vie pleine de plaisirs, quitte à en devenir l'esclave, si cela nous permet de ne pas trop souffrir de la vie. Mais le problème ici serait de prendre le plaisir pour un bien, voire comme le bien ultime et souverain. Pourquoi ? Eh bien parce que considérer les plaisirs comme la finalité même de la vie, c'est se rendre dépendant des hasards qui nous les accordent. Car si vous y pensez, tout plaisir est le fruit d'un hasard. Comme le hasard qui vous a mis en présence de l'être aimé, par exemple. Un hasard, un aléa de l'existence et rien d'autre. Et si vous fondez votre existence sur l'espoir que le hasard vous apporte tel ou tel plaisir, alors vous vous condamnez vous-même à attendre que ce hasard se produise. Et donc à souffrir s'il ne se produit pas. À l'inverse, si vous vous concentrez sur vous-même, alors vous ne serez jamais déçu. Tout le propos de Sénèque est là. Il faut savoir profiter du hasard que la vie vous accorde et du plaisir que cela vous procure. Il ne faut pas lui tourner le dos, mais cela sans en dépendre. Il faut prendre sans vous attacher à ce plaisir, car sinon vous deviendrez malheureux dans le meilleur des cas et fou dans le pire. De la même manière, il faut apprendre à aimer sans s'attacher, c'est-à-dire aimer l'autre sans penser que votre bonheur dépend tout entier de cette personne, car sinon vous vous exposez à des sentiments qui n'ont plus rien à voir avec l'amour, comme la jalousie par exemple, et personne n'aime se sentir responsable du bonheur de l'autre. Encore une fois, le détachement stoïcien, c'est le plaisir dans le détachement, l'abandon dans la distance. Sénèque ne dit donc pas qu'il faut vivre sans plaisir, sans amour et sans argent, mais que toutes ces choses sont ce qu'il appelle des indifférents. Si on a le choix, il vaut mieux les avoir. Simplement, il ne faut pas les faire primer sur tout le reste, c'est-à-dire sur sa propre nature, ou si vous préférez, sur son propre équilibre, et en être dépendant. C'est à cette condition que l'on peut véritablement être heureux, se libérer des hasards de la fortune, c'est-à-dire du sort, fortuna en latin, ou encore de la chance, ou de tout ce qui est extérieur, comme l'argent ou la réussite sociale. On pourrait même dire qu'il s'agit de mépriser le sort, de le regarder en face et de s'en moquer, comme si de toute façon rien ne pouvait nous arriver. Et dès lors, tout est beaucoup plus intense, beaucoup plus fort, dès que nous sommes littéralement désespérés, c'est-à-dire sans espoir, sans attente, sans exigence, mais aussi sans crainte, sans méchanceté et sans ressentiment face à la vie. Alors maintenant, essayons d'illustrer cette idée par un exemple. Essayons de penser à un homme capable de vivre sa vie de cette manière. En l'occurrence, je vous emmène au cinéma, voir un film intitulé « À couteau tiré » de Lee Tamahori, sorti sur les écrans en 1997. Le film raconte l'histoire d'un milliardaire américain, Charles Morse, incarné par le célèbre acteur Anthony Hopkins, parti passer quelques jours en Alaska pour se reposer. Il est accompagné de sa femme, Nikki, jouée par Ellie Macpherson.
laquelle est une jeune top modèle accompagnée par son photographe et amant Bob, alias Alec Baldwin. Charles, le milliardaire, est un homme distingué, d'un certain âge et d'une grande culture. Il est entouré par toutes sortes de flatteurs dont il n'est pas dupe, et il voit bien que sa richesse suscite les convoitises, comme il soupçonne sa jeune femme de le tromper avec Bob. Tout ce petit monde arrive dans un chalet au beau milieu de la nature, magnifique mais peuplé par des animaux sauvages. Le lendemain de leur arrivée, Bob et un de ses assistants, Stephen, décident d'aller trouver à une centaine de kilomètres de là, avec un petit hydravion, un personnage typique du Grand Nord et dont on leur a parlé, pour faire des photos, et ils réussissent à convaincre Charles de les accompagner. Mais en vol, l'avion est pris dans une nuée d'oiseaux sauvages, et il disparaît dans un lac. Le pilote est tué sur le coup, et seuls Charles, Bob et Stephen survivent, livrés à eux-mêmes au milieu des montagnes, sans aucune connaissance en matière de survie, et aucun moyen d'appeler les secours. Le danger que représente l'immensité de la nature va alors révéler les véritables caractères des personnages. Charles, qui a lu beaucoup de livres dans sa vie et qui connaît en théorie l'art de fabriquer une boussole, de faire du feu et de chasser, n'a néanmoins jamais eu l'occasion de mettre ses connaissances en pratique. Mais il est très entreprenant et décide de prendre la situation en main, refusant de mourir sans rien faire. Bob, personnage plus jeune et plus vigoureux, mais qui jalouse Charles pour sa femme et sa fortune, décide secrètement de se servir de Charles pour se sortir de cette situation, mais de le faire disparaître quand il n'aura plus besoin de lui. La nature ne lui offre-t-elle pas l'occasion de se débarrasser de lui sans trace ? D'ailleurs, Bob ne manque pas une occasion de critiquer Charles et semble de plus en plus obsédé par son immense richesse. Quant à Stephen, il se laisse aller au désespoir, persuadé qu'il va mourir. Tout le film met en lumière l'attitude de Charles, car celui-ci voit dans cette aventure une occasion de se réinventer, un défi à relever face aux aléas de la vie, et en ce sens, rien ne peut véritablement l'atteindre. Il est un héros stoïcien, en ce sens que son argent et son pouvoir n'existent plus ici. Seul compte son attitude face à l'existence pour ne pas dépendre d'un accident d'avion, de la haine de Bob et de la peur de Stephen. Et cela, y compris quand ils sont poursuivis par un ours brun et que Charles parvient à le tuer, à la manière d'Hercule multipliant les exploits. Bref, les événements sont pour lui une occasion de s'accomplir, une manifestation du destin sur lequel il refuse de s'apitoyer. Même quand il obtient la preuve que sa femme le trompe et que Bob tente de le tuer, il garde sa grandeur d'âme, laquelle ira jusqu'au pardon. Il est un héros impeccable. Et à la fin, il choisira de refaire sa vie autrement. Comprenons que ce personnage relève de ce que Sénèque appelle le détachement. Détachement par rapport aux événements, par rapport à l'argent, et même par rapport à ses proches. C'est ce même détachement qui permet à Charles de vivre l'instant présent sans déplorer qu'il ne corresponde pas à ce qu'il souhaiterait, au contraire de ses compagnons d'infortune. En clair, il vit selon lui-même, et non en fonction des circonstances. Du coup, le présent qu'il vit n'est pas tout à fait le même que celui des autres, même si la réalité est toujours la même. Sénèque, dans un autre texte cette fois, intitulé « La brièveté de la vie », publié dans le même volume que La vie heureuse, insiste bien sur ce point. La durée d'une vie n'a de valeur qu'en fonction de l'attitude qui est la nôtre. Pour le dire simplement, il montre à quel point une vie peut être pleine, même si elle est courte, à condition de se concentrer sur ce qu'on fait au présent, ici et maintenant. Et ceci est essentiel, car la pratique du détachement ne consiste pas à se détourner de la vie, mais à mieux la vivre, même si celle-ci devait être courte. La vie la plus longue peut ne rien avoir de qualitatif, si on ne la vit pas au présent, si on est toujours tourné vers un temps qui n'est pas là, c'est-à-dire un avenir qui est toujours incertain, et si on se concentre sur ce qu'on ne possède pas. En clair, la vie la plus heureuse sera toujours celle qui saura se satisfaire du présent tel qu'il est. Celui ou celle qui saura vivre cette vie de détachement ne sera jamais dans la peine,
Il sera toujours en harmonie avec lui-même, conforme à sa nature, quoi qu'il puisse lui arriver. Et d'une certaine manière, il vivra une vie éternelle, car toujours présent à l'instant, attentif au monde et aux choses, ici et maintenant. Il fera partie du tout de l'univers, c'est-à-dire du cosmos. Cosmos avec un K, signifiant en grec à la fois univers et belle harmonie. Saurez-vous être cet homme? Saurez-vous être cette femme? Et d'ailleurs, en avez-vous envie? Comme toujours en philosophie, c'est vous qui avez la réponse. Merci à tous et à très bientôt sur Cosmos.